Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Lionel Tétard, je dirige l'IFEAP et on est heureux de vous accueillir ce soir pour un webinaire qui a pour objectif de vous présenter le partenariat qu'on a mis en place et qu'on met en place avec IP2A. Du côté de l'IFEAP, je serai accompagné par Marie-Hélène Ricot, qui va nous dire un tout petit mot pour qu'on soit sûr qu'elle apparaisse à l'écran. Bonjour à chacun. Donc Marie-Hélène Ricot est adjointe pédagogique à l'IFEAP. Et donc, du côté de IP2A, je vais donner la parole à Bertrand Deruino, directeur d'IP2A, qui va présenter les deux collaborateurs qui sont avec lui ce soir et qui va se présenter rapidement aussi. Bonsoir, donc merci à l'IFEAP d'avoir organisé ce webinaire de présentation d'une collaboration sur laquelle on réfléchit déjà depuis plusieurs semaines. Donc c'est un petit peu c'est un premier aboutissement d'un travail d'échange qu'on a eu avec l'équipe de l'IFEAP. Donc moi je suis Bertrand Deruino, je suis le directeur d'une structure sur laquelle je donnerai quelques éléments tout à l'heure, donc je ne vais pas trop développer maintenant. Mais donc, nous avons une expérience dans le domaine de l'apprentissage et c'est ce qui était particulièrement intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et puis là, ce soir, je suis accompagné par deux personnes de l'équipe d'IP2A. Donc, Nathalie Akoka, qui est chez nous chef de projet et qui, le cas échéant, pourrait être une des interlocutrices des établissements, et puis Laurent Assoum, qui est donc formateur consultant à IP2A, qui interviendra aussi tout à l'heure pour éclairer à travers quelques propos et quelques remarques la manière dont on peut travailler sur l'ingénierie de formation alternée. Merci Bertrand. Donc, cette réunion se fait avec l'outil Teams, mais cependant, elle va se faire dans un mode webinaire. Donc, je demande aux participants de bien vouloir couper leur micro et surtout leur caméra parce que ce temps est enregistré et pour qu'on puisse utiliser le replay. Au pire, on coupera certaines images, mais merci pour votre compréhension et donc merci d'utiliser le chat, la partie commentaires écrits pour poser vos questions. On va vous faire cette présentation. On va essayer de tenir en 3 quarts d'heure comme on s'y était engagé. Questions, réponses comprises. Et puis, l'idée, c'est déjà de vous donner envie d'aller plus loin avec nous et de parcourir, je dirais, l'essentiel de ce partenariat ce soir. Donc, je vous présente ça avec un PowerPoint, un diaporama. Nous sommes bien le 25 mai, tout va bien. Donc, au sommaire de cette rencontre, quelques éléments de contexte et vous expliquer ce partenariat. Quelques mots sur l'IFEAP, mais je pense que vous nous connaissez déjà. Par contre, vous connaissez certainement moins IP2A, donc Bertrand Deruino passera un petit peu plus de temps à présenter les services d'IP2A, l'objet du partenariat entre les deux structures, et puis enfin, ce que vous pouvez attendre de ce partenariat. Et pour terminer, je crois que c'est vraiment le dernier point, l'illustration par quelques exemples de comment ce partenariat va pouvoir se concrétiser. Un contexte qui incite au partenariat. Bertrand, je te laisse prendre la main. Alors effectivement, donc nos échanges avec l'IFEAP ont démarré déjà il y a un certain temps et là où on s'est retrouvé, je pense, c'est sur ces deux enjeux qui apparaissent à l'écran. Donc d'une part, une période de très forte transformation du paysage de la formation. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'échappe à personne. Avec la loi du 5 septembre, avec la digitalisation, avec Calliope, avec le Covid qui a accéléré pour une partie de ces transformations. Donc on voit bien qu'on se trouve là pour un certain nombre d'organismes dans une transformation importante et qui va imposer une approche assez systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément mettre des rustines ou travailler par silo. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir des approches assez complémentaires et c'est un des éléments qui nous a incité à pouvoir travailler ensemble. Parce qu'effectivement, nous avons des compétences complémentaires qui peuvent être intéressantes par rapport à des projets. Le deuxième élément qui nous incite aussi à réfléchir en termes de partenariat, c'est que, et cet incident
au premier point que j'évoquais juste avant. On a de plus en plus des dispositifs qui sont proposés par les OPCO, qui sont proposés par certaines régions, qui sont proposés dans le cadre de PIC ou de PRIC, et qui aujourd'hui nécessitent des partenariats structurés pour pouvoir proposer des innovations, des travaux de réflexion. Et là aussi, la complémentarité entre nos deux structures peut être enrichissante et peut être porteuse d'une collaboration qui permet de répondre à des appels à projets qui sont portés par ces différents types de financeurs. Donc, plein de bonnes raisons d'aller chercher des compétences et des savoirs là où ils sont. Et l'idée, c'est d'être complémentaires. En quelques mots sur l'IFEAP. Donc, l'IFEAP existe depuis 1977, hein, institut de formation créé à l'initiative du CNEAP, Conseil national de l'enseignement agricole privé. Une activité de formation avec des formations à la fois courtes, ce qu'on appelle de perfectionnement, qualifiantes, certifiantes, avec des niveaux qui vont du niveau 4 au niveau 7. On s'adresse à toutes les personnes qui sont impliquées au sens large dans la communauté éducative, y compris les bénévoles, les chefs d'établissement, les enseignants, les formateurs, les personnels de vie scolaire, administratifs, techniques. Et si j'en oublie, que ces personnes-là veuillent bien m'en excuser. Et on développe également une activité de conseil autour de l'ingénierie de formation. On accompagne l'ingénierie de formation, ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. Et puis la certification Calliope, la digitalisation, la numérisation au sens large du terme. Côté IP2A, mais qui est donc IP2A? Qui est donc IP2A? Donc IP2A est un organisme de formation et de conseil spécialisé sur le champ de l'apprentissage. La structure a été créée en 2004. Et donc aujourd'hui développe dans trois domaines d'activité, donc des formations certifiantes, donc notamment une formation de formateur de l'alternance avec le CNAM, et puis une formation sur un master GESFA. GESFA, ça signifie Gestion des centres de formation par apprentissage, avec l'UPM, qui est l'université de Marne-la-Vallée. Donc là, ce sont des dispositifs de formation qui permettent à des gens qui veulent obtenir une certification et des compétences en matière d'alternance de se former. Ensuite, un deuxième gros domaine d'activité sur lequel on se rejoint avec l'IFEAP, bien évidemment, c'est des interventions de formation action en intra. Et donc, vous voyez que dans ce qui a été évoqué là, il y a la notion de formation action également, on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est un des éléments quand même fort pour nous. L'objectif, c'est bien d'accompagner des structures dans la mise en œuvre de dispositifs de formation alternés. Et puis, un autre volet qui est assez complémentaire, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que là, en fait, on intervient pour le compte de structures. On a mis quelques exemples qui vous parleront peut-être parce que c'est des acteurs que vous devez côtoyer sur vos territoires. Donc, le 3C ABTP, donc qui regroupe des CFA dans le secteur du bâtiment, l'ANFA qui regroupe des CFA dans le secteur de l'automobile, le conseil régional du centre Val-de-Loire. On travaille également avec les écoles de la deuxième chance sur un dispositif qui n'est pas cette fois-ci de l'alternance, mais qui nous amène à accompagner les écoles dans un dispositif autour de la question de l'approche par compétences. Donc là, notre rôle, c'est d'être à la fois l'opérateur qui intervient et en même temps qui organise et structure l'action pour le compte de la structure. Et puis bien évidemment, quand même quelques expériences avec l'IFEAP. Notamment, Laurent est intervenu déjà au sein de l'IFEAP dans le cadre de l'offre de formation qui est proposée. Et puis également des interventions qu'on a eu l'occasion de faire avec des établissements qui font partie du réseau. Bon, j'ai cité l'ESA et le CB puisque c'est les deux derniers établissements avec lesquels on a eu l'occasion d'intervenir, notamment sur des questions autour de la mise en œuvre de Calliope. Alors pas sur la prépa, pas sur la certification parce que nous ne sommes pas certificateurs, mais plutôt sur la préparation de la certification en y intégrant bien évidemment des aspects d'organisation pédagogique. Très bien. Alors l'objet du partenariat, de manière résumée, mais l'idée c'est de co-construire et réaliser des formations, des actions, formation-action, sur mesure. L'idée, ça c'est un point important, c'est qu'on soit vraiment à l'écoute des besoins et qu'on ne soit pas dans des propositions standards, mais dans des propositions toujours adaptées à ces besoins spécifiques que vous avez.
Alors, sur les problématiques liées à la voie de l'apprentissage, c'est le plus de ce partenariat. L'idée, c'est également de porter des projets en y associant des établissements volontaires, des établissements qui seraient partants pour nous accompagner, des projets qui pourraient être réalisés auprès d'OPCO ou d'autres financeurs, ou même avec d'autres profils éventuellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce partenariat, Bertrand? Alors, donc, juste pour rebondir sur ce que disait Lionel à l'instant, donc effectivement, vous voyez, il y a deux dimensions, hein. Il y a une dimension de réponse à des besoins dont on va reparler juste après, des besoins qui s'expriment de la part d'établissements ou de groupes d'établissements. Et puis, il y a une autre dimension sur laquelle il y aura bien évidemment à interagir, qui est une dimension plus proactive, c'est-à-dire de porter des projets, pas simplement répondre à des demandes, mais aussi de porter des projets sur des thématiques qui peuvent intéresser un grand nombre, hein, et donc de pouvoir porter ces projets et d'y inclure l'IFEAP, d'y inclure certains établissements qui le souhaiteraient, et puis notre expertise. Donc, dans la manière dont on a envisagé cette réflexion de travail avec Lionel et puis Marie-Hélène, donc pour plus de simplicité, l'idée c'est que l'IFEAP reste votre interlocuteur, c'est-à-dire que l'objectif du partenariat, c'est pas de multiplier ou d'apporter de la confusion, mais plutôt d'apporter de la compétence complémentaire. Donc l'idée c'est d'avoir un interlocuteur privilégié qui reste l'IFEAP. C'est votre interlocuteur habituel. Vous pourrez adresser vos demandes ou vos questions à l'IFEAP, avec qui, dans un second temps, nous pourrons structurer une proposition. Et là, vous voyez qu'on parle bien de regard croisé, c'est-à-dire que c'est pas, on s'est longuement posé sur ce sujet-là. Il ne s'agit pas d'être dans une logique de sous-traitance, hein, qui n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais bien dans une logique de co-traitance avec l'IFEAP, et donc de partager nos regards. C'est pour ça qu'on parle de regard croisé, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'IFEAP qui connaît très bien le réseau des établissements d'enseignement agricole, et puis nous, avec une connaissance sans doute moins importante, mais un regard sur d'autres types d'organisations, et donc à partir de là, de structurer une proposition, et également de faire en sorte que l'IFEAP puisse en assurer l'ingénierie financière, c'est-à-dire de voir comment elle peut être financée entre du financement sur fonds propres et puis d'autres dispositifs de financement que l'IFEAP connaît, puisque faisant partie de l'enseignement agricole privé. Donc une ingénierie qui permet aussi de dire il y a une offre, il y a un coût bien évidemment, puisque ce sont des prestations, et il y a également différentes solutions de financement, et donc une intervention dans laquelle on va être, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure et on va y revenir, c'est quand même ça l'élément important, c'est que on est bien dans une formation, dans une intervention qui alterne formation et accompagnement, c'est-à-dire que ça peut vouloir dire des temps de formation, je dirais classiques avec les équipes, mais également des temps de travail pour faire en sorte que l'objectif qui est visé prenne corps et se matérialise par des outils, par des réflexions, par un plan d'action, par une feuille de route ou tout autre moyen qui permette de mettre en œuvre des projets de formation par apprentissage. Et donc, également des outils et des méthodes qu'on peut capitaliser, nous, à travers un certain nombre d'interventions qu'on a eu l'occasion de faire. Donc voilà pour ce qui est. Donc on est bien sur on est bien sur quelque chose qui se veut simple. On ne veut pas ajouter de la confusion, et donc un interlocuteur qui est l'IFEAP, et derrière une prestation qui est co-construite entre l'IFEAP et IP2A, prestation bien évidemment sur laquelle vous pourrez, le cas échéant, demander des compléments, des amendements, des modifications, négocier et apporter votre regard à vous également. Alors, on a souhaité aborder, je dirais, un peu le contenu et la mise en œuvre de ce partenariat avec deux angles qui nous permettaient de regarder assez transversalement ce que ça peut se couvrir. Donc, ce qu'on a appelé deux focus, une entrée plutôt organisationnelle et une entrée plutôt basée sur des besoins pédagogiques. Alors, sur le plan organisationnel,
quelques exemples, hein, l'accompagnement d'un projet d'ouverture de filière, le montage du FA, la modularisation, la mise en place de la modularisation, l'organisation de la mixité pédagogique, l'élaboration de planning. Et sur le plan pédagogique, mais on va y revenir, hein, tout ce qui est ingénierie pédagogique, scénario et outils, et puis l'ingénierie de formation, par exemple sur la base de l'individualisation et sur les problèmes aussi de mixité pédagogique. Alors Bertrand, pour aller un petit peu plus loin. Alors, donc ça, effectivement, ce sont des éléments que nous avons, ou plutôt que l'équipe de l'IFEAP a recensés par rapport à tous les contacts qu'elle peut avoir avec les établissements. Donc, c'est un petit peu un listing de thématiques sur lequel on a trouvé que notre collaboration pouvait vraiment avoir du sens. Donc, j'espère qu'effectivement, ça fait écho. Vous aurez l'occasion de nous le redire tout à l'heure, mais j'espère que ça fait écho à des choses que vous pouvez rencontrer au quotidien dans vos établissements. Ce sont aussi des choses qui font écho à des préoccupations qu'on peut rencontrer, nous, dans d'autres réseaux, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que sur ces questionnements là qui apparaissent sur cette diapo, bon, c'est un petit peu les sujets qui préoccupent en ce moment un certain nombre d'établissements en matière d'apprentissage, hein. C'est des besoins organisationnels, en particulier quand l'apprentissage est en phase de développement important, et puis des besoins pédagogiques, puisque effectivement on va être sur une pédagogie qui est un petit peu différente. Et donc, alors, sans être ni dans l'étude de cas, ni dans des réponses préformatées, on a trouvé intéressant quand même d'apporter quelques éléments de réflexion et quelques éléments d'éclairage sur la manière dont on peut travailler ensemble. Et donc, effectivement, par rapport à des questionnements, autour de la question de l'organisation, là où nous pouvons intervenir, c'est sur les éléments de faisabilité d'un projet, puisque aujourd'hui, développer de l'apprentissage, alors peut-être que vous en faites déjà, ou peut-être que il commence à y avoir quelques contrats d'apprentissage, ou que c'est un projet, hein. Donc, le développement de l'apprentissage, c'est aujourd'hui un projet dans lequel il y a une dimension pédagogique, il y a une dimension réglementaire, et puis il y a une dimension de faisabilité, hein. Et donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on peut être amené à travailler et à réfléchir sur, je dirais, le comment je développe l'apprentissage et sur quoi. Et donc là, vous voyez qu'apparaissent dans la diapo quelques éléments, comme par exemple dans le cas où on a une formation qui existe et que l'on veut développer en apprentissage, c'est-à-dire passer du statut formation sous statut scolaire à une formation sous statut apprentissage. Donc le principe même de l'apprentissage, c'est le fondement même de l'apprentissage, c'est l'existence d'un contrat avec un employeur, un contrat tripartite entre un CFA, un employeur et un jeune. Donc ce qui veut dire que dans les réflexions aujourd'hui en matière d'apprentissage, il y a des questions de faisabilité qui vont se poser. Le fait de vouloir développer une formation par apprentissage va nous amener à réfléchir en termes de faisabilité, notamment de potentialité, puisque qui dit formation dit existence d'entreprises qui sont susceptibles d'accueillir. Donc c'est pour ça qu'on parle de potentialité. Donc dans une étude de faisabilité, il y a la réflexion en termes voilà. Donc il y a la question de la potentialité, c'est-à-dire de l'existence d'un nombre d'employeurs suffisant pour pouvoir monter une formation. Il y a une dimension qui va être importante aussi dans le développement de l'apprentissage, c'est la solvabilité des entreprises, puisque aujourd'hui, c'est vrai que on voit bien que l'apprentissage est porté par les systèmes de primes, mais ça ne durera pas, on est tous certains que ça ne durera pas éternellement. Donc développer une formation par apprentissage, ça signifie aussi d'avoir des employeurs qui sont en capacité de pouvoir accueillir économiquement des apprentis, même si l'apprentissage ne coûte pas cher, c'est quand même important. Il y a aussi des éléments, on l'a vu dans certains secteurs, où développer l'apprentissage, ça présuppose de s'intéresser aussi à la culture apprentissage du secteur dans lequel on souhaite développer. Toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité n'ont pas forcément une culture de l'apprentissage. Donc cette problématique-là, cette prise en compte dans l'étude de faisabilité de la problématique de la culture de l'apprentissage, elle va à la fois
conditionner le travail à faire vis-à-vis des entreprises et conditionner l'accompagnement ensuite vis-à-vis des entreprises. On a des questionnements autour des calendriers, des circuits de décision vis-à-vis des employeurs. Donc, on a des questions aussi autour de la faisabilité de l'accueil dans l'entreprise et de la possibilité de réaliser les activités qui sont prévues dans le cadre du référentiel. Donc, même chose si vous avez des demandes d'employeurs qui peuvent vous inciter à dire, bah, tiens, on va développer tel type de formation ou tel type de filière par apprentissage. Là encore, vont se poser des questions autour de la potentialité, de quel titre ou quel diplôme peut répondre à des demandes d'entreprise, de l'adéquation d'une formation aux besoins, de la faisabilité de l'accueil. Donc tout ça, c'est des questions qui vont tourner autour de la faisabilité du projet et y compris de sa faisabilité économique. Et donc ça, ce sont des éléments sur lesquels, c'est la première réflexion sur lequel, lorsqu'il y a souhait de développer une filière ou souhait de développer une formation par apprentissage, on va avoir des réflexions. Idem si et on aura l'occasion de le réévoquer peut-être un petit peu tout à l'heure dans la dimension pédagogique. Idem si on est sur un souhait de développement d'une offre multistatut avec de la mixité. Donc là aussi, si il y a du développement par apprentissage, en réponse à quel besoin, comment l'offre d'apprentissage va se positionner par rapport à l'offre sous statut scolaire et la question de l'organisation. Donc là, on sera sur des dimensions pédagogiques sur lesquelles on dira quelques mots tout à l'heure. Donc on voit bien que ça, c'est un premier champ sur lequel on peut être amené à intervenir, alors plutôt sous la forme d'accompagnement que sous la forme de formation, bien évidemment, mais qui vise à travailler sur la question de la faisabilité. Ensuite, deuxième étape sur laquelle on peut être amené à travailler, c'est les questions de mise en œuvre du projet. Dans la mise en œuvre d'un projet par apprentissage, il y a de l'ingénierie de formation. Donc ça, en tant qu'établissement de formation, je pense que vous avez déjà de solides compétences en interne sur des questions d'ingénierie de formation, sauf que là, on va être sur de l'ingénierie de formation alternée. Donc j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais c'est vrai que sur des questions d'ingénierie de formation alternée, il va bien évidemment y avoir la formation et puis il va y avoir toutes les dimensions qui vont comprendre l'alternance. Et puis on a également, dans des réflexions en termes de mise en œuvre, l'organisation de la recherche des candidats et l'organisation, alors sur la recherche des candidats, sur les jeunes, là aussi en tant qu'établissement de formation, je pense que vous avez déjà un certain nombre de choses qui existent et qui sont mises en œuvre, des réseaux de partenaires et des organisations qui sont relativement structurées par rapport à ça. Là où il y a une dimension supplémentaire qui va être plus ou moins importante selon l'analyse de faisabilité dont on a parlé juste avant, c'est tout ce qui va concerner en fait la recherche des entreprises d'accueil, puisque parmi les 14 missions d'un CFA, et donc là je fais référence au texte réglementaire, parmi les 14 missions, bien évidemment, l'accompagnement à la recherche de contrats est un des éléments importants, et donc là aussi, en termes d'organisation, la mise en œuvre de moyens proportionnés, je dirais, aux objectifs qui peuvent être fixés, va être une des clés aussi de réussite d'un dispositif de formation par apprentissage, puisque on est aussi dans une situation qui va immanquablement, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je pense que là aussi c'est quelque chose qui est relativement clair pour tout le monde. On est avec l'apprentissage aujourd'hui dans une situation de concurrence, on est dans une situation de concurrence qui s'amplifie petit à petit, puisque la loi de 2018 a institué ce que certains ont appelé une forme de libéralisation de l'apprentissage. Donc, cette libéralisation, elle a des avantages, c'est-à-dire qu'elle permet aujourd'hui beaucoup plus de souplesse pour mettre en œuvre des formations, mais elle a aussi, entre guillemets, un petit inconvénient, c'est que beaucoup d'acteurs peuvent se positionner sur des formations par apprentissage, dès lors qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Donc ça veut dire que on va se situer par rapport à ces questions-là, on se situe dans un paysage qui est quand même qui est déjà concurrentiel, mais dont on voit bien qu'il va le devenir de plus en plus, et a fortiori, quand le système de primes exceptionnelles qu'on connaît aujourd'hui
aura ralenti, et il va ralentir, voire même s'arrêter, bien évidemment, les situations de concurrence seront renforcées. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, troisième grand élément sur lequel on peut être amené à intervenir aussi sur la partie organisation. On abordera après la question de l'ingénierie de formation. Donc, c'est sur les questions autour du processus, autour des processus de l'alternance. Donc, vous voyez qu'on a une petite flèche tout en haut là qui indique un contrat, qui indique une deuxième juste en dessous qui indique la formation en CFA. Et donc, les éléments qui vont venir structurer une démarche de formation par apprentissage, qu'elle soit dans le cadre d'un parcours mixte ou qu'elle soit dans le cadre de formation dédiée, elles vont tourner autour de 4 grands blocs. Un premier grand bloc qui évidemment est en amont de la formation, qui concerne en fait ce que j'ai nommé la prise en compte du contexte d'apprentissage en entreprise et puis l'explicitation des engagements réciproques. Donc là, on va retrouver dans ces éléments-là le travail autour de la structuration des entretiens de positionnement avec les jeunes, tout ce qu'on va retrouver autour du suivi de la recherche d'entreprise, tout ce qui va permettre l'organisation de la mise en relation, ce qui va permettre aussi de vérifier que l'employeur a bien les conditions et les compétences requises et la possibilité de pouvoir offrir à l'alternant un panel d'activités suffisamment large par rapport au référentiel de formation. Donc ça veut dire que c'est une organisation qui est à mettre en place, à la fois pour pouvoir accueillir les jeunes candidats à l'alternance et en même temps pouvoir optimiser cette mise en relation entre ce jeune et l'alternant. Donc ça, c'est des moyens, c'est une organisation qui peut être un peu spécifique, c'est une temporalité qui permet de vérifier que on a bien des conditions d'apprentissage qui vont correspondre à ce qui est exigé d'une part, et puis qui vont être aussi optimum pour les deux parties que sont l'apprenti et l'employeur. Ensuite, on a les outils et les éléments qui permettent de gérer l'alternance, c'est-à-dire cet aller-retour entre l'entreprise et le centre de formation, puisque là, en l'occurrence, à la fois à travers ce qui qualifie une véritable pédagogie de l'alternance, mais également sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameuses 14 missions, et puis Calliope aussi, qui aujourd'hui prévoit quand même une structuration du processus d'alternance. Donc là, on va retrouver à la fois ce qui permet de suivre les activités, la structuration, les moyens et les ressources et les outils qui permettent de suivre les activités du jeune en entreprise, d'anticiper ces activités pour pouvoir, le cas échéant, apporter une forme d'individualisation de la formation, réguler aussi les actions de formation. C'est pour ça que je parle de FEST et non pas d'AFEST, mais de formation en situation de travail, c'est-à-dire d'épauler l'entreprise dans la mise en œuvre de formations qui soient véritablement formatives. Donc ça aussi, c'est un processus et une organisation un peu spécifique en fonction des besoins, puisque bien évidemment, on n'aura pas forcément à chaque fois les mêmes besoins, selon qu'on se situe sur une formation de niveau 3 ou que l'on se situe sur une formation de niveau 5. Les besoins ne seront pas forcément les mêmes. Le troisième grand volet d'organisation, là aussi, qui peut être à travailler dans le cadre d'un processus de formation alterné, c'est le travail autour de la remédiation. Alors, à la fois sur des dimensions de remédiation relationnelle, mais également sur des dimensions de remédiation pédagogique. Quand je dis remédiation relationnelle, c'est la gestion des difficultés, puisque aujourd'hui, la question du taux de rupture est une question assez centrale. D'une part, je pense que en termes de finalité, l'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'un jeune aille à la fin du dispositif, même s'il peut y avoir des ruptures. Et puis, en termes également, je dirais, d'indicateurs et de mesures de performance, on voit bien que là aussi, la question des taux de rupture va être un élément à prendre en considération. Donc là, ça veut dire que
en fonction des situations, en fonction des niveaux, en fonction des typologies de public, en fonction des difficultés éventuelles, il y a une organisation un peu spécifique qui peut être à mettre en place pour faire en sorte que ce que moi j'aime bien appeler les signaux faibles dans l'entreprise ou chez le jeune puissent être très vite identifiés et faire l'objet d'une médiation. Et puis enfin, dans l'organisation de la formation alternée, cette dernière dimension qui est celle de l'évaluation, l'évaluation et donc l'implication du tuteur, maître d'apprentissage dans le dispositif d'évaluation. Et alors, à la fois par rapport à ce qui peut être exigé par rapport à un référentiel, et puis d'une manière plus globale dans le cadre d'un processus d'accompagnement, et puis également les réflexions en termes de poursuite. Et derrière le terme poursuite, on peut mettre là aussi plusieurs éléments. C'est d'une part le fait d'accompagner l'apprenti et l'employeur dans la fin d'un contrat et dans une poursuite éventuelle en matière sur un niveau supérieur. C'est accompagner l'entreprise dans le fait de reprendre un apprenti sur à nouveau un contrat. Donc on voit bien que là aussi, il y a un travail qui va être intéressant en termes de structuration. Donc tout ça, c'est des éléments. Je fais les choses un petit peu au pas de charge parce que c'est la contrainte de l'exercice et on essaye de tenir les 3/4 d'heure sur lesquels on s'est engagé. Mais voilà, c'est pour illustrer un petit peu ce qu'on va pouvoir apporter et en particulier dans ce qu'on considère comme des établissements qui ont déjà une culture pédagogique, d'apporter des éléments complémentaires autour des questions du processus d'alternance. Donc voilà, on pourra répondre sans doute à des questions s'il y en a tout à l'heure, mais sur ce premier volet, voilà quelques éclairages que je voulais apporter sur la manière dont on perçoit les choses, sur la manière dont on peut travailler. Donc je vais passer la parole à Laurent sur des dimensions plutôt liées à de l'ingénierie de formation et à de la pédagogie, là aussi pour apporter quelques éclairages de ce qui peut être intéressant. Donc, Laurent, vraiment en quelques minutes, hein, parce qu'on voudrait répondre à quelques questions quand En même. 3 minutes. Je vais essayer de 3 le faire minutes. très Merci. vite. J'ai choisi une entrée qui apparemment préoccupe tout le monde, c'est la mixité et l'hétérogénéité. On sait que dans les organismes de formation et dans les CFA, on a plusieurs types d'hétérogénéité. Alors, bien évidemment, des entrées-sorties permanentes, des niveaux de qualification à la rentrée en formation, des expériences passées, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait un CAP et quelqu'un qui arrive de l'enseignement général. Enfin, bref. Et surtout, j'ai envie de dire, si on parle d'alternance, une hétérogénéité des expériences d'apprentissage en entreprise, puisque quand on parle d'alternance, on considère qu'une grande partie de l'apprentissage se fait en situation de travail. Or, actuellement, on sait que la majorité des CFA fonctionnent plutôt comme des lycées, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements, il y a quelque chose qui se passe en entreprise. Alors, pour faire référence à Calliope, on est en même temps très préoccupé par ça, puisque Calliope nous demande de prendre en compte cette hétérogénéité en disant un organisme de formation doit mettre en place un positionnement pour identifier identifier ces besoins avec un candidat apprenti, mais aussi avec un employeur. Il doit permettre d'adapter la formation spécifiquement aux besoins de chacun. Et alors l'indicateur 13 de Calliope pour l'alternance, qui est assez important, c'est on doit absolument articuler, donc un prévisionnel d'articulation des apprentissages ici et là. Alors, pour cela, l'idée, c'est de mettre en place, bien évidemment, une analyse des besoins et non pas de niveau, hein, pour voir comment on peut répondre à des besoins individuels. Répondre à des besoins individuels, ce n'est pas du tout faire des cours individuels ou de l'individualisation. Et l'idée, c'est de voir justement ce qu'on peut faire au niveau du CFA. Alors, on peut faire des choses assez classiques, comme par exemple du soutien scolaire. Alors, on sait que en général, ça ne fonctionne pas du tout. Les mêmes causes amènent les mêmes résultats. Hein. Donc, refaire des cours de maths et refaire des cours de français, ça ne donne jamais des bons résultats. On peut mettre en place des groupes ou des binômes d'entraide avec des personnes qui sont plus fortes sur un domaine plus faible. On peut mettre du tutorat avec des apprentis plus anciens et nouveaux, ça marche plutôt bien. Et puis surtout, on peut mettre des ateliers de différenciation pédagogique. Et là-dessus, justement, c'est là, et je vais terminer par là, il me semble que ce qui semble
vraiment essentiel actuellement, c'est de développer l'apprendre à apprendre. Hein, donc l'auto-formation. L'auto-formation, ça ne veut pas dire apprendre dans son coin. Et ça, bien évidemment, l'idée, c'est d'accompagner les formateurs et les CFA, bien évidemment, à développer ce apprendre à apprendre avec à la fois la logistique, c'est-à-dire le matériel, le Wi-Fi, etc., mais aussi les compétences numériques. Alors, on a le CLEA numérique, etc., qui pourrait permettre justement de faire face à ça, mais aussi la notion tout simplement d'apprendre à apprendre. Un apprenti ne sait pas chercher sur Internet, il sait utiliser son smartphone pour jouer, mais il ne sait pas que ça peut être un outil d'apprentissage et un outil professionnel. Voilà, donc voilà quelques pistes qui permettraient en effet de prendre en compte cette mixité à différents niveaux et dans différentes formes. Voilà. Très bien, merci. Donc, on perçoit, hein, même si tout ça est en effet mené rondement et vite, mais c'est un peu le but de ce type de communication. On voit l'étendue quand même des possibilités. C'est l'objet de ce partenariat, hein. Il nous a semblé que sur ces questions liées à l'alternance et à l'apprentissage en particulier, il y avait vraiment un plus à travailler ensemble. Et c'est, je dirais, du gagnant-gagnant parce que on additionne nos compétences et nos connaissances là, respectives au service de ceux qui peuvent en avoir besoin et qui nous les demandent. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat par écrit. Euh, on, Concernant la façon dont ça va fonctionner, hein, parce que ça peut être une des questions que vous allez vous poser, on se tourne vers qui, comment ça marche, etc. Donc, en fait, vous pouvez vous tourner aussi bien vers l'IFEAP que vers IP2A dans l'absolu. Bon, l'IFEAP reste l'interlocuteur privilégié des établissements du réseau. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on va co-construire, analyser votre demande, co-construire une réponse. Si on est sur des champs qui sont purement liés à l'alternance et à l'apprentissage, c'est IP2A qui nous fera une proposition d'intervention qu'on validera, qu'on aménagera, et puis surtout qu'on vous proposera, hein, pour que vous puissiez nous aider à l'améliorer encore. Et sur le plan, je dirais, de la relation contractuelle, la relation se fera avec l'IFEAP, hein, comme l'indiquait tout à l'heure Bertrand de Ruineau. l'IP2A sera quelque part un sous-traitant, hein, il sera en direct avec vous pour l'action et la réalisation de cette action, mais en lien avec l'IFEAP qui, vous êtes habitué avec nous à la relation, je dirais, contractuelle et financière. Eh ben, vous avez gardé cet avantage, je dirais. Et parmi ceux, s'il y a une formation, si parmi ceux qui sont formés, il y a des gens qui relèvent du droit public, on pourra l'IFEA pourra jouer son rôle de financeur avec les fonds que nous met à disposition le ministère, ce qui donnera encore un effet de levier sur le plan financier plus intéressant. Alors, je me tourne un peu vers ceux qui... Et peut-être que Bertrand, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Juste ajouter qu'effectivement, là, on est allé assez vite parce qu'on voulait on voulait surtout donner à voir le fait que on connaît bien, le champ de l'apprentissage, mais que chaque réponse est particulière. C'est-à-dire l'idée n'est pas de plaquer des réponses toutes faites et des grands principes sur des situations dont on sait qu'elles sont complexes, hein, parce qu'à la fois il y a l'environnement, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes organisationnelles, il y a des contraintes humaines avec des équipes qui, pour certaines, sont ouvertes à l'apprentissage et d'autres moins. Donc on sait très bien que tout ça, c'est des choses qui sont assez complexes. Donc l'idée, c'était simplement de donner à voir le fait qu'on on connaît ce champ-là et que par rapport à des problématiques complexes, l'idée c'est d'essayer de construire du sur-mesure et d'apporter des réponses qui permettent de faire évoluer l'organisation, pas simplement de faire monter en compétence des personnes, parce que ça, même si c'est bien, c'est pas suffisant, mais d'accompagner aussi des évolutions de l'organisation. Merci. Nathalie, Marie-Hélène, des choses à ajouter? Rien de particulier? Rien de particulier, ça aurait été au regard des questions. Mais... Ça marche.
On vous remercie beaucoup pour votre attention. On se tient à votre Merci beaucoup. disposition. On s'était engagé à ne pas dépasser les 45 minutes. On est un petit peu plus court même, tant mieux. Et ce partenariat, il est signé, hein, il est engagé. Donc, vous pouvez nous solliciter tout de suite. On se tient à votre disposition. Et puis, on précisera les points qui méritent de l'être. Mais je pense que c'est dans le concret et dans la mise en œuvre de ces actions en commun que l'intérêt de ce dispositif va se révéler. Il n'est pas exclusif, hein, c'est-à-dire que toutes les ressources au sein du réseau sont utilisables et utilisées. Donc, on souhaite que ce soit un plus dans le schéma actuel, mais non pas la seule façon d'agir auprès de vous, bien entendu. Et on se tient à votre disposition. Merci pour votre attention. À bientôt et au plaisir de vous retrouver avec un peu plus de proximité qu'avec un webinaire. Voilà. Portez-vous bien et faites attention à vous. Au revoir. Merci, au revoir.